Voilà, on va parler de Hanouka, bien évidemment. Halakha et Ashkafa. Halakha, on a dit l'autre fois que tout le monde devait allumer les bougies, les lumières de Hanouka, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants. Tout le monde doit avoir part à la mitzvah. Maintenant, il y a une discussion. Si le temps arrive, 5 heures, le temps, à Jérusalem, je ne sais, ailleurs je ne sais pas. Quand la nuit arrive, donc c'est le temps d'allumer, il y en a qui disent, il vaudrait mieux, même s'il n'y a personne à la maison, que la personne qui est là n'attende pas les autres. Il est 5 heures, tac, la femme ou le mari ou un enfant bar mitzvah, il allume parce que c'est l'heure. Maintenant ça, c'est valable quand pour les gens qui allument dehors. Voilà. Quand les gens allument dehors, effectivement, il y a écrit, tu dois allumer tant qu'il y a des gens, tant qu'il y a le pied du Tarmoudaï dans le chouk. Donc pour les gens qui allument dehors, bien sûr, après que la nuit arrive, ça n'a plus de sens d'allumer puisqu'il n'y a personne. Mais comme nous, à la majorité des gens, nous allumons dedans, because que ça n'a aucun intérêt d'allumer dehors, soit on est trop haut, soit il n'y a pas de personne qui peut regarder, il n'y a pas, comme chez vous, il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a que des fenêtres, pas de gens qui passent. Donc soit c'est trop haut, soit ça ne donne sur rien du tout. Donc ça n'a aucun intérêt d'allumer dehors. Et donc on allume, comme on l'a dit, vis-à-vis d'une mezouza, face à une mezouza de la maison, que ce soit la mezouza de la porte d'entrée, la mezouza du salon, peu importe. Et donc c'est différent d'allumer dehors. Et donc à ce moment-là, il vaut mieux, si ce cas se présente, qu'à 5 heures, les gens ne sont pas rentrés encore, il vaut mieux attendre que tout le monde arrive, même si on a dépassé les 5 heures, si on a dépassé les 3 étoiles, que d'allumer seul en rendant quitte tout le monde. D'accord ? Bon, c'est le cas fréquemment des gens qui travaillent. Et ils sortent du travail 7 heures, donc ils arrivent 2 heures en retard. Donc d'après la chita de ceux qui allument dehors, il faudrait allumer seul, même si il y a encore 10 personnes qui vont arriver après. Mais nous, on ne tient pas comme ça, puisque à la Rove, dans tous les pays du monde, les gens allument dedans. Parce qu'ils n'habitent pas à Beth Israël, à côté d'un patio au rez-de-chaussée. D'accord ? Maintenant, il faut, si jamais vous avez fait tout ce qu'il faut, vous avez mis l'huile qu'il faut, et comme j'ai déjà expliqué, il vaut mieux quand vous mettez de l'huile, il faut mettre un fond d'eau. Un fond d'eau dans la petite dans la fiole. Pourquoi ? Il y a 2 raisons. Une raison halachique, qui est que le principe de Hanouka, c'est l'huile qui surnage l'eau. L'huile, c'est les shamas yéhoudites qui surnagent l'eau, qui est la tradition grecque, et comment on dit ça, l'Occident, la société assimilationniste. Donc, pour montrer que l'huile surnage l'eau, on met de l'huile pour qu'il y ait de l'eau en dessous. Ça, c'est une raison symbolique, jolie. Maintenant, il y a une raison beaucoup plus technique, c'est que quand vous mettez que de l'huile sans mettre de l'eau, vous risquez gravement que votre godet en verre, il explose. Ben oui, parce que quand il va chauffer en descendant, les parois du verre vont chauffer, et ça peut éclater.
Et si vous n'êtes pas là, ça peut mettre le feu à la maison, ce qui est vraiment fâcheux. D'accord? Donc un bon conseil, c'est de mettre un fond d'eau. Et par expérience, vous pouvez vérifier par expérience, vous pouvez le faire ce soir ou demain dans la journée, même en mettant très peu d'huile, ça dure entre 2 et 3 heures. Oui, mais moi, par expérience, je le fais Shabbat et j'ai un petit problème avec la mèche. Je me demande si la mèche elle doit être longue ou parce qu'une fois ça s'est éteint très vite. Et pourtant j'avais mis l'huile. Il faut mettre des mèches, des légères mèches pour pas que ça fasse des flammes trop fortes et que ça vous mange l'huile trop vite. Il faut qu'elle soit plus grande en haut ou en bas. Si vous saviez lire en hébreu, il y a écrit sur les boîtes que vous vendez, que vous achetez, il y a écrit 1/3 en haut et 2/3 en dessous. Ah bah merci. Il faut que ça, 1/3 au-dessus de la, au-dessus du petit rond, ouais, et 2/3 en dessous. D'accord, bah merci. Et effectivement, il faut éviter de mettre trop d'eau, de façon à ce que la mèche d'en dessous ne plonge pas dans l'eau, sinon elle ne pompe pas l'air, elle pompe pas l'huile, elle pompe l'eau. D'accord. Bon, si vous avez rien à faire, essayez de faire ça avant la fête, comme ça vous voyez comment ça se goupille. Moi, je sais, c'est tout. D'accord. Oui, maintenant, c'est aussi une solution. Une halakha supplémentaire. On voit qu'il y a une marloquette entre les séfarades et les ashkénazim. Les séfarades, ils disent, ils font comme le Tosfot, qui était ashkénaz, en France, et alors que les ashkénazim font comme le Rambam, qui était séfarade. Ils ont inversé les chitotes. C'est marrant. Eh ouais, bien sûr. Donc les Tosfot, ils disent, le Rambam il dit, on allume une Hanoukia par famille, point final, par maison, par personne. Il y a 8 personnes, 8 bougies. D'accord? Il y a 10 personnes, 10 bougies. Alors que, oui, d'après le Rambam, c'est chaque personne dans la maison. Mais non, même les Ashkenazim, qui font donc comme le Rambam, ils disent non. Quand le Rambam il a dit par personne, mais en vérité, on sait très bien qu'en général, la femme ou la fille se rend quitte par son mari ou son frère ou son père. Peu importe. Le Rambam, lui, il veut rien savoir. Combien vous êtes? 5? Allez, 5 le premier soir. Le Tosfot dit non! Une Hanoukia par famille, même s'il y a 3000 personnes dans la famille. Maintenant, les Sfaradim, donc ils ont fait, comment on dit, traditionnellement comme le Tosfot, une Hanoukia, même s'il y a 40 hommes à la maison, et les Ashkenazim, et les Chassidim aussi, ils font comme ça, d'allumer une par tête de pipe. Maintenant, quand vous analysez la raison de Tosfot, vous voyez bien que tout le monde peut allumer, en vérité, comme Rambam. Parce que le Tosfot, il dit, quelle est la raison pour laquelle je ne veux pas qu'il y ait plusieurs Hanoukiyot dans la maison? Il dit, parce qu'en fait, on ne va pas distinguer combien il y a de bougies. Je rentre dans la maison, je dis, dans le deuxième jour, je vois quatre flammes. Puis s'il y a 2 personnes, par exemple, le Tosfot, il dit, mais attends, mais les gens vont croire qu'on est le 4e jour. Alors ça, c'était valable dans leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de Hanoukia, comme nous. Non, ils prenaient des verres. Le coton. Non, des vrais verres. Avec ça, C'était des petits verres. toute la lumière de la maison, c'était des verres. Ils avaient des verres, ils mettaient de l'eau et de l'huile dedans. Alors ils mettaient une veilleuse dans la salle à manger, une veilleuse dans la cuisine, une veilleuse dans la... Et ils s'éclairaient comme ça. Ceux qui avaient de l'argent, ils achetaient une lampe à pétrole, etc. Donc le Tosfot, il dit, on va pas voir la différence, puisque il y a mon verre à moi, il y a le verre de mon fils, les gens vont dire, mais on est le 2e jour déjà. Mais nous, on a plus de problème, parce que nous, on a
une Hanoukia qui est bien distinguée. Et donc même si on est 20 personnes à table dans la maison, moi j'ai ma Hanoukia paternelle, mes enfants ils ont leur Hanoukia à eux, donc personne ne peut confondre. Parce que tout le monde a très bien compris qu'il y a 3 Hanoukia, parce qu'il y a 3 personnes. On peut les allumer tous. Alors qu'à l'époque, tu ne pouvais pas faire la différence. C'était tous le même allumage. Shabbat, Chol, Hanouka, c'était le même système, au même endroit. Donc la crainte de Tosfot que les Sfaradim ils ont pris sur eux, elle ne tient plus la route aujourd'hui, puisque il n'y a pas de risque de confondre. Vous avez compris? Bon, maintenant, ceux qui ont ce minag, de continuer ce minag, de faire un par famille, ça reste caché, bien sûr, c'est la chita du Shulchan Aruch. Yo! Est-ce qu'on peut les allumer, par exemple, ma fille a une chambre où il y a un balcon, elle peut l'allumer à la fenêtre dès sa chambre, et mon mari au salon. Non, mais votre fille, elle n'a pas besoin d'allumer, Non, mais elle veut allumer. À quelle allume? Comme le Rambam. Oui. Mais non, à quel étage vous habitez? Parce que si. 3e étage. Alors ça n'a aucun intérêt, parce qu'il n'y a pas de fenêtre de sa chambre. Ça. Si, il y a une fenêtre de sa Non, mais ça sert à rien, parce que c'est pour qui? À 3. Ouais, mais j'ai des voisins qui sont derrière et des voisins devant. Elle veut avoir raison, alors qu'elle allume à la fenêtre. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est une question. Non, mais la question, elle est intelligente, mais la réponse, elle est encore plus intelligente. C'est que s'il n'y a pas vraiment de vis-à-vis de gens qui passent, etc., tu veux allumer dans ta chambre, allume dans ta chambre, alors devant la mezouza. Ah oui, Mais s'il y a du vis-à-vis. Ou alors, comme dit la Gemara, elle dit, dans un cas d'antisémitisme, comme c'était en Perse à l'époque, ils allumaient, il y a écrit la Gemara, elle dit, allume sur la table et c'est bon. Mais si le Non, il y avait des gens qui allumaient, qui n'allumaient pas vis-à-vis de la mezouza, ils allumaient sur la table. Nous, à Paris, des fois, chez mon grand-père, on allumait au mur. Il accrochait au mur. Pourquoi? Parce que tout le monde passait dans le couloir. Dans ce couloir-là, donc. Mais sinon, chez mes parents ou chez moi, on allumait devant la mezouza. Quand tu allumes à l'intérieur, tu es toujours caché. On a dit, il faut ramener ça, que la Hanoukia, la mitzvah, c'est entre 30 cm par rapport au sol et 1 mètre. plus qu'un Voilà. A priori, Ah oui, le minimum. il vaut mieux. Non, la mitzvah, c'est. Le minimum, c'est 30 cm. Voilà, le minimum 30 cm et le maximum 1 mètre. Maintenant, si vous allumez au-dessus d'1 mètre, c'est cachère, en condition que ce ne soit pas plus de 10 mètres de haut. D'accord? Mais a priori, on parle d'a priori. S'il y a du voisinage. Si vous voyez les rabbanim qui allument dans les photos là, ils sont penchés comme ça, parce que la Hanoukia est sur un petit tabouret de 30 cm. Est-ce que les gens. Pardon? C'est par rapport à quoi ces mesures-là? Par rapport à la Shrina. Quand le bon Dieu s'est dévoilé au Sinaï, on dit que la Shrina, elle est arrivée jusqu'à 1 mètre seulement. Puis elle a une descente de la Shrina à 1 mètre. Et Hanouka, on a avancé un peu plus, on est descendu jusqu'à 30 cm. Et quand Mashiach viendra, comme il dit le Rebbe, le Matom et Asarot Fachim, la Shrina descendra plus bas encore que les 3 Tfachim, c'est-à-dire elle sera par terre. La Shrina atteindra le monde matériel, franchement, dans le sol. Le Matom et Asarot Fachim, plus bas que les 3 Tfachim. Donc nous, on n'est pas encore au Mashiach, donc on allume entre 30 et 1 mètre. Maintenant, si vous n'avez pas une petite chaise, c'est trop bas, etc., c'est cachère. C'est très dur de ne pas être quitte avec Hanouka. Rav, quand vous avez en face de chez vous des gens qui habitent et qui peuvent voir, c'est pas des passants, mais les gens qui habitent en face. Oui, alors il y en a qui disent que. Parce que c'est ça qu'elle a peut-être. Voilà, il y en a qui disent que quand vous avez du vis-à-vis, ça s'appelle
diffusion du miracle. D'accord. Donc le voisinage en face. S'il y a du vis-à-vis, mais c'est pas tellement, comment dire, par exemple, vous avez des gens qui habitent sur le périphérique. Du côté de Bnei-Brak, vous avez une route qui monte comme ça. Alors quand vous allumez à la fenêtre, vous avez toutes les voitures qui passent, qui vous voient. Ok, c'est une façon. Ou en Amérique ou en Paris, vous avez des tours. Le gars il allume au 25e étage, et en face il y a des gens qui regardent. Donc c'est toujours caché. On n'est pas en train de parler de rendre annuler l'allumage. Mais c'est plus utile d'allumer vis-à-vis de la mezouza et d'allumer pour sa propre famille. La mezouza, n'importe quelle mezouza? Ouais. À condition que ce ne soit pas en face des toilettes, des choses comme ça. Sinon, n'importe quelle mezouza. Quand vous dites face Voilà. à la mezouza, ça veut dire quoi exactement? Quand vous parlez face à la mezouza. la mezouza, quand vous rentrez dans une maison, Et ma fenêtre où j'allume la Là, il y a qui une est maison, là-bas. la mezouza, quand vous rentrez dans une maison, est à droite, Tu passes au milieu des mitzvot. et votre kanouria est à gauche. Alors, la mezouza est à droite quand vous rentrez dans une maison, dans une pièce, et donc vous la mettez en face, sur le non, pas le mashkov, c'est En diagonale. le linteau, le poteau. Où on met la mesa sur le poteau? En face? Voilà, le mashkov c'est en haut. Ah, c'est pas les côtés? Non, vous avez 1, 2, 3, le mashkov c'est en haut, et vous avez à droite, gauche. Vous mettez la mezouza à droite, et vous mettez la chanoukia à gauche. D'accord? Donc c'est mieux que cette idée d'allumer pour que le voisin d'en face il regarde. Bon, c'est pas très. Surtout qu'en plus, si vous êtes à la fenêtre avec le vent, c'est pas sûr que ça tienne. Voilà, donc ça c'est la halakha. Maintenant, comme on a dit, si vous avez par exemple un mariage, ou une sortie, quoi. Vous ne serez pas là à 5 heures. Qu'est-ce qui vaut mieux? Allumer à minuit au retour, quand tout le monde revient, ou allumer à ce qu'on appelle plaga mincha, c'est-à-dire en plein jour, dans la fin de l'après-midi, ça s'appelle plaga mincha. C'est-à-dire la moitié du temps de mincha, c'est-à-dire si la nuit est à 5 heures, ce serait du 3h30 par exemple. Plaga mincha. Et comme vous faites le Shabbat d'ailleurs, pour que ça tienne une demi-heure dans la nuit. Qu'est-ce qui vaut mieux? Je dis, je dois partir, donc j'allume après plaga mincha et je laisse de quoi que ça brûle jusqu'à 5h30, ou je ne fais rien, et à mon retour, j'allumerai même à 1h du matin. Qu'est-ce qui vaut mieux? Moi, ça me avant. Alors, on vous S'il y a répond. tout le monde qui passe à 1h, c'est bon? Non, on a dit on ne parle plus de passer maintenant. On allume à la maison maintenant. Ah, de l'intérieur. Eh oui, on est à l'intérieur. Donc, ce qui compte, c'est que vous soyez réveillés. Alors, c'est évident que on n'aime pas trop l'histoire d'allumer très tard parce que allez, vous arrivez comme les gens, ils reviennent avec les enfants, tout le monde est crevé. Les enfants, on va pas dormir maintenant. On allume. Personne n'a la force de Maozo. Mais Koshi, le papa, il allume et il va dormir. Donc on n'a rien fait. On n'a pas bien fait parce qu'il fallait rester réveillé. Donc on dit dans ce cas-là, il vaut mieux, sachant que les gens vont s'endormir et négliger la Hanoukia très tard, on dit, il vaut mieux faire l'allumage avant en plein jour et que ça dure, être sûr que ça dure au moins une demi-heure dans la nuit. Donc avoir vérifié les jours, combien de temps ça dure quand vous allumez, ça dure 3 heures, 2 heures. Sinon, vous n'êtes pas quitte. Parce que si vous êtes parti et que ça s'est éteint avant la fin de la demi-heure, ben vous n'êtes pas quitte. Vous avez fait une bracha pour rien. Donc il faut être sûr que ça tienne. Maintenant, point intéressant, si ça s'éteint,
Ah oui, ça c'est un Alors on dit, la Gemara, elle te dit, si jamais tu as fait tout ce qu'il faut et que ça s'est éteint, tu n'es pas obligé de rallumer. On est quitte quand même. Par exemple, on est quitte. Par exemple, vous avez vérifié qu'il n'y a pas de fenêtre ouverte qui a éteint les flammes. Vous avez vérifié qu'il y avait assez d'huile. Vous avez vérifié que la mèche n'était pas trop envahissante pour éteindre le feu après 5 minutes. Donc vous avez vérifié la veille, par exemple. Cette quantité d'huile me tient 3 heures, donc demain soir, je vais au mariage de ma cousine, j'allume à 4 heures, pour être à la roupa à l'heure, donc ça doit tenir jusqu'à 5h30. Je reviens du mariage, je vois, rien n'a bougé. L'huile n'a pas été consumée. Il y a eu un bug, un puncher. Et ben je suis quand même quitte parce que moi j'ai fait comme il faut. Je n'ai pas laissé la fenêtre ouverte, j'ai mis l'huile qu'il faut, j'ai mis les mèches qu'il faut, ça n'a pas tenu, ben, c'est son mazal, elle n'a pas tenu. Et même si j'étais là, j'aurais même pas eu besoin de rallumer. On le fait par chassidoute, parce que si tu es là, tu vas pas quand même laisser éteint si c'est éteint. Mais si tu n'es pas, tu es pas chassid, puis moi j'ai fait ce qu'il faut, ça s'est éteint, pas besoin. Alors Shabbat par exemple, le problème on va le poser Shabbat. Tous les Hanouka est obligé qu'il y ait un Shabbat, au moins. Ça, dans quel cas il peut y avoir 2 Shabbats? Quand ça commence. Quand ça commence Shabbat. Oh, voilà, les gens qui ont le calcul rapide. Bravo. Si ça commence Shabbat, ça finit Shabbat, vous avez 2 Shabbats. Sinon, il n'y a qu'un Shabbat. Maintenant, comment on fait Shabbat? Alors, ça rejoint un peu la Shkafa. Il y a un décisionnaire important, il s'appelait le Bach. Pas Jean-Sébastien. Le Bach, c'est Baït Radash. Le Bach, c'est un commentateur du Tour avec le Beit Yosef dans le fameux livre que vous connaissez toutes, évidemment. Tout le monde connaît le Beit Yosef, le Tour, etc. Tout le monde a gambergé là-dedans des années. Je ne vous apprends rien. Donc le Bach, il pose une très belle question, il dit je comprends pas une chose. Toutes les fêtes, quand ça tombe Shabbat, on fait pas la mitzvah. Shofar, on fait pas. Loulav, on fait pas. Megillah, on fait pas. On fait la veille. Pourquoi Hanouka, les Chachamim, ils n'ont pas dit, vous savez quoi, c'est vrai que ça dure 8 jours, mais en vérité, il y a un jour, on ne peut pas allumer Shabbat. Donc, Shabbat, faites une impasse, n'allumez pas. Pourquoi? On aurait pu n'allumer que 7 jours, comme à Sukkot. Je secoue le loulav tous les jours, et le Shabbat, je ne le prends pas. Megillah aussi. Donc j'aurais pu dire, Hanouka, oi vavoy, d'allumer, Shabbat, tu laisses tranquille, tu ne fais rien. Le Bach, il dit non, parce que là-bas, on a une option. Quelle est l'option? Comme on l'a vu, d'allumer à Plaga Mincha et que la flamme, elle reste jusque dans la nuit. C'est pas que tu ne peux pas faire la mitzvah, tu peux la faire. Tu prends tes dispositions pour qu'avant que la nuit n'arrive, avant le coucher du soleil, tu peux allumer tes bougies de Shabbat et tes bougies de Hanouka. Et ça va durer dans la nuit. D'accord? Vous avez compris? Et c'est ce qu'on fait. En général, quand ça va tomber... jeudi soir, demain soir, c'est l'allumage. Premier allumage. Le deuxième allumage, c'est vendredi soir. Alors, il y a une marloquette de nos décisionnaires. Est-ce qu'on allume d'abord les bougies de Shabbat ou les bougies de Hanouka? D'abord Hanouka. Vous êtes tellement forte que vous répondez avant il y a 6000 pages qui ont été écrites, 60 000 pages qui ont été écrites là-dessus, et vous, par prophétie, vous savez que... Alors en vérité, il y en a qui disent, ma pitom, Ça dépend des séparadés, ma pitom, j'allume
j'allume Shabbat, parce que Shabbat c'est tout le temps. Et après j'allume Hanouka. Il y en a qui disent comme ça. Mais une fois qu'on a fait la bracha, on peut allumer. Non, je fais le tnaï, je dis, J'ai passé comme une femme. laissez-moi tranquille, moi je fais Shabbat d'abord, et après j'allume Hanouka. Et je dis, je ne prends pas Shabbat avec l'allumage du Shabbat. J'allume Shabbat, et j'allumerai mes Hanouka après, et rien qu'après je prends Shabbat. D'accord? Bon, ça c'est la supposition. C'est une supposition. Mais à la Khalamassé, on ne fait pas comme ça. À la Khalamassé, on fait d'abord Hanouka, et après on termine, on clôture avec Shabbat. Mais c'est important de savoir ce que je vous ai dit, parce que si jamais vous avez fait le contraire, la dame, elle a fini, nanana, elle dit, bah là, j'allume les bougies de Shabbat, j'allume, Shabbat. Eh maman, on a oublié Hanouka, waouh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors qu'est-ce que vous penseriez? Puisque vous êtes des grands décisionnaires. Le mari, il a encore la... Que Dieu me pardonne, une femme seule. Allez, voilà, une femme seule. Là, vous avez trouvé le coup du mari, le fils, ok. Maintenant, je vous parle d'une femme seule, où le mari, il a pris le Shabbat sur lui. Comment vous faites? Si elle n'a pas Tout fait dépend le qu'est-ce Shabbat. qu'elle a pensé. Alors, je vous réponds. Et ce que je vous réponds est beaucoup plus intéressant que ce que vous allez me dire, malgré votre degré de prophétie éloigné, très fort. On appelle, il y a un principe dans la halakha qui s'appelle prendre Shabbat par erreur. Par Shabbat par erreur. C'est une histoire de la Gemara qui raconte que c'était dans la ville, là-bas à Babel, et il y avait des nuages noirs. Donc les gens, ils ont dit, waouh, Shabbat rentre, vite, allumons. Ils ont allumé, ils ont pris Shabbat. Pitom, le soleil est revenu, les nuages sont partis, le soleil rebrille. Waouh, on est fou, on a pris Shabbat alors qu'il est que 3h l'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont été voir le Rav. C'était Rav d'ailleurs, à Babylone là-bas, il dit, mais c'est un allumage par erreur. Si vous aviez su que c'était pas l'heure, vous l'aurez pas allumé, d'accord? Ah ben non, mais évidemment que non. Voilà, ça s'appelle allumage par erreur. Prise de Shabbat par erreur. Et là on dit, tu n'as pas besoin de t'engager. Tu t'es trompé, tant pis, tu t'es trompé. Mais est-ce qu'on doit rallumer un Donc, c'est le cas qui arrive fréquemment. Vous avez allumé vos bougies de Shabbat, et puis vous dites, waouh, j'ai oublié d'éteindre le doutrachmal, ou j'ai oublié d'enlever la lumière du frigidaire, ou j'ai carrément oublié d'allumer la plata. Qu'est-ce que je fais? J'appelle le goy de service, ou le voisin. Il dit non, pas besoin. On te dit, chère madame, si vous aviez su que vous n'avez pas allumé vous n'avez pas enlevé l'ampoule, vous auriez pris Shabbat? Ben non. Quand j'allume mes bougies, j'ai tout fini, quoi. Je suis prête. Si je l'avais su, ben c'est sûr que j'aurais d'abord. Donc on te dit donc ta prise de Shabbat n'était pas vraiment une prise de Shabbat, donc tu peux aller faire. Donc la même chose. Si jamais vous vous êtes trompé, vous avez allumé les bougies de Shabbat. Et tout le monde dans la maison. Shabbat Shalom, viens, je t'embrasse, viens, mon papa. Hey, Hanouka, mais vous êtes fous, vous avez oublié Hanouka. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous pouvez pas téléphoner à parce que lui, il est déjà dans Shabbat. D'accord? Vous pouvez pas ouvrir l'encyclopédie parce que vous savez pas où vous cherchez. Mais vous allumez tout simplement en disant, allumons maintenant Hanouka, puisqu'on s'est trompé. Encore faut-il être dans les temps, c'est ça hein? Dans les temps, évidemment. On parle que, bien évidemment, qu'on est avant le coucher du soleil. Parce que si on est à dépasser le coucher du soleil, là, c'est fini aussi bien pour Hanouka que pour Shabbat. Vous avez compris?
Donc, à la Khalemassé, on allume d'abord la Hanoukia, on prend un peu d'avance, et après on allume les bougies, les lumières. Je dis toujours les bougies, mais en général, c'est plus des bougies, c'est des lumières. Les lumières de Hanouka. Et après, Shabbat. C'est bon? Oui. Voilà. Maintenant, tournons la page, faisons un peu de pensée juive. Nous avons dit tout à l'heure que je dois mettre la Hanoukia à droite et à gauche, pardon, quand je rentre, et la mezouza à droite. Alors la Chassidoute, elle pose la question, pourquoi on fait comme ça? D'accord, d'après le Pshat, c'est pour être entouré de mitzvot. Comme ça, j'ai une mitzvah à droite, une mitzvah à gauche, bravo. Mais d'après la profondeur de la Torah, on dit que c'est exactement le sujet de Hanouka. Le principe de Hanouka, c'est que l'intelligence, la logique, le beau de la Torah doit passer après la soumission à la Torah. Il faut d'abord bitoul, annuler à la Torah, et rien qu'après, accepter de faire la Torah et les mitzvot. Si tu mets la compréhension et ta tête d'abord, eh ben c'est ce qui s'est passé à Hanouka. Les Grecs, doucement, ils sont arrivés en Israël au temps d'Alexandre le Grand. À la construction du deuxième temple. Et doucement, comme les Juifs, là maintenant, ils ont ouvert les lignes d'avion pour Dubaï. Vous avez 98%, c'est les Juifs qui vont y aller. Moi, je vous le signe, moi. Avant les Américains, les Chinois, les Juifs, vous connaissez, que Dieu me pardonne, les Juifs sont des grands jouisseurs, les Israéliens encore plus. Donc, allez, Dubaï, tout le monde va à Dubaï. Donc, tout ce qui est plaisir, attirance matérielle, il y a toujours des amateurs. Donc, quand les Grecs sont arrivés, ils leur ont dit, vous savez, la philosophie grecque et la culture, etc., c'est très intéressant. Il n'y a pas que vous au judaïsme. Hein. Donc ils ont commencé à s'intéresser, gentiment, à tel point que vous avez dans les Pirkei Avot, juste après Shimon HaTzadik, quand Alexandre le Grand est arrivé, qui c'est qui vient après Shimon HaTzadik dans les Pirkei Avot? Vous qui êtes non seulement des prophétesses, mais des sages, vous êtes des sages-femmes. Après Shimon HaTzadik, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les Pirkei Avot? Antignos ish socho. Antignos ish socho, d'accord? Mais attends, c'est le chef du Sanhédrin, il s'appelle Antigone. Antignos, il avait un nom grec déjà. Ouais, comme en France à l'époque, la France exigeait que tout le monde ait un nom français. Le Rav Rothenberg, il s'appelait Jean-Charles Rothenberg. Sur la cache-route, il y avait Jean-Charles Rothenberg. Moi, je m'appelle Henri Barkas. Tu t'appelles d'un nom sur l'almanach, monsieur. Il n'y a pas un nom, tu n'inventes pas ton nom. Donc chacun avait un nom, comment dire, anglais, français, américain. Or, eux, ils n'étaient pas obligés, les Juifs, mais ils étaient influencés tellement qu'ils ont tout de suite été happés par la culture grecque. Déjà depuis Alexandre le Grand. Donc avec le temps, ils ont tellement été hellénisés, et comme dit le Maharal de Prague et la Chassidoute ramène ça, que c'était une galoute plus forte que toutes les autres, parce que c'était une galoute en Israël
Donc tu n'as pas le sentiment d'être en galoute. Et en plus, il y avait le Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est pas Babel, c'est pas Rome, c'est pas l'Égypte, c'est Eretz Israël, avec la Mishnah, le Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu veux maintenant chez moi? J'aime la culture grecque, laisse-moi tranquille. Ils ont commencé à chanter en grec, et ils ont commencé à s'assimiler à l'intérieur. Maintenant, c'était très passionnant. C'est passionnant. Maintenant, avec le temps, comme on dit chez nous, ça a tourné au vinaigre. Parce qu'après, les Grecs, ils leur ont dit ce qui n'est pas logique, faites pas. Si c'est pas logique, faites pas. Ah ouais, d'accord. Donc, ils ont commencé à travailler sur ce qui me plaît, ce que je comprends. Je comprends pas, je fais pas. Tu comprends pas, tu fais pas. Ben alors, il n'y a plus de judaïsme. Parce que si tu réfléchis bien, toutes les mitzvot, toute la Torah, c'est incompréhensible. Il n'y a que la Torah écrite, le Tanakh. Tanakh, tout le monde l'accepte. Parce que c'est quoi? C'est des histoires. Abraham Avinu, Pharaon, David Ameller, Shimshon, c'est joli. Il n'y a aucun engagement dans le Tanakh. Où est l'engagement? La Torah orale. Torah orale. Elle te dit, le lait, la viande, le mikvé, c'est très compliqué les halachot. Et ça demande chaque fois de dire, je comprends pas. C'est pas logique. Comment je suis impur, je me trempe dans une eau dégueulasse, que Dieu me pardonne, et je suis pur. Et je me trempe dans une piscine merveilleuse, en céramique bleue, je ne suis pas pur. C'est aberrant, ça. Comme disent comme Brigitte Bardot, Marc Chemin disait, c'est quand même plus hygiénique de tuer une bête avec un revolver que votre couteau de sauvage, de shrita. Boum. Le sang qui gicle. Alors que nous, c'est propre. Boum. On voit rien. Donc, chaque fois, tu vas être obligé de t'expliquer. Voilà, faire la Brit Mila à un enfant de 8 jours. Le pauvre gars, le pauvre bambino, mais laisse-le tranquille. Il est mignon comme tout. Pourquoi tu le fais chialer? Etc., etc. Une femme qui n'est... Le mari est parti. Elle a le droit de se marier. Laisse-la tranquille. Ah non, elle n'a pas le droit. Si elle se marie, les enfants sont... mamzer. Mais c'est pas logique. Donc, hop, comme les réformés ils ont fait. On libère. Donc, toute la Torah, quand tu grattes un peu, tu te dis que toute mitzvah, elle est incompréhensible. D'accord? Pourquoi ma souka, il faut que je me mette dans une souka pendant Sukkot? Pourquoi? C'est pas bien la maison. Je suis un homeless pour aller manger dans une cabane. D'accord? À Pessah, Maron? Pessah. Ah, vous trouvez un grain de blé dans un poulet, vous jetez la cuisine entière. Mais vous êtes fous, quoi. C'est quoi? C'est pas du poison, etc., etc. Donc les Grecs, ils ont réussi à rentrer dans la tête de la plupart du monde juif que ce qui n'est pas logique, on fait pas, ça nous intéresse pas, c'est pas pour nous. Et après, quand ils ont dit, vous allez vous laisser tranquille, non, maintenant vous allez plus de Mila, plus de Brit Mila, plus de Shabbat, plus de consécration de la lune. Ils ont commencé à devenir très durs. Et ils ont empêché le mikvé des femmes, etc. Ils ont commencé à faire des xérotes. Et à ce moment-là, c'est là que les Hashmonaïm sont intervenus. Donc il a fallu quand même 2 siècles, 200 ans avant qu'ils se bougent. 200 ans. C'est 200 ans après, Alexandre le Grand, qu'ils ont déclenché la guerre des Hashmonaïm contre les Grecs. Maintenant, le rabbi, avant lui le Maharal, avant lui, ils disent, attends, je ne comprends pas. Quel était le problème de Hanouka? Hanouka, ils ont
on te dit qu'ils étaient impurs, les gens, parce qu'ils ont tué des gens. Ils ont fait la guerre. Par contre, quand on tue quelqu'un, on est impur. Il faut la vache rousse, etc., etc. On dit, attends, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah qu'un non-juif ne rend pas impur. Un non-juif ne rend pas impur. De tuer un De non-juif. tuer un non-juif, j'ai pas compris. Un mort non-juif ne rend pas impur. Un mort, non, juif, non. Un mort qui n'est pas juif, il ne rend pas impur. Il n'y a qu'un mort juif qui rend impur. Alors on dit, alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi tu m'as dit qu'ils n'ont pas pu allumer, il fallait attendre 8 jours pour trouver de la nouvelle huile parce qu'ils étaient impurs? Impurs de quoi? Ils ont fait la guerre. Ils étaient impurs, mais c'était des soldats. Et il dit, voilà, mais le problème, c'était pas des goy, c'était des juifs. C'est que la guerre de Hanouka, voilà, la guerre de Hanouka, c'est pas contre les Yevanim, c'est contre les Mityavnim, Voilà, c'est le contre les Juifs qui sont devenus assimilés aux Grecs. très aimé des Grecs. Et c'est pour ça que le rabbi dit, c'est là le miracle. Il dit parce que gagner une guerre contre les Goïms, c'est pas une grande chorma. À l'époque, ils étaient très forts. Gagner contre les Goïms, c'est pas une grande chorma. C'est contre d'autres Juifs, là, c'est là le miracle. Donc la guerre donc la victoire de Hanouka, c'est une histoire entre nous. C'est pas les Égyptiens, Nabuchodonosor, les nazis, les Espagnols, non. C'est entre gens de même famille. Dans la même famille, il y en avait qui étaient grecs, donc ils ne l'étaient pas. Et voilà la problématique de Hanouka, c'est qu'on te dit, si tu n'as pas mis dans ta tête que le judaïsme, c'est je ne comprends pas, mais je fais quand même. Voilà. Tu prends un texte, tu l'as étudié. Tu as étudié la Torah? Tu as compris ou pas? Beaucoup de questions, je n'ai pas vraiment réglé. Eh bien, tu as étudié la Torah quand même. C'est-à-dire que la Torah, c'est pas d'arriver à la vérité, c'est de se casser la tête. Mais la conclusion, les Chachamim te l'ont donné. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Soumission, en fait. C'est ce qu'on appelle la soumission. S'il n'y a pas de soumission, il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'on met donc la Hanoukia à gauche et la Mezouza à droite. La Mezouza, c'est Shema Israël. Dieu est un. Même si je ne comprends pas pourquoi, il est un. Même s'il fait des choses que je n'arrive pas à attraper. Et ça, je le mets à droite. Ça veut dire que je mets l'accent sur la soumission. Alors que la Hanoukia, c'est la lumière. Mais la lumière, ça devient, c'est secondaire à la soumission. Si la lumière n'est pas lumineuse, si la Torah n'est pas lumineuse, elle est quand même la Torah. Vous voyez bien comme dit le Maharal de Prague, la galoute la plus forte, c'est le Hanouka. C'est la galoute de grec. L'assimilation, le communisme, tout ce qu'il y a eu à travers la galoute depuis 2000 ans, c'est toujours à cause de l'assimilation. Là, les conséquences pour Grom et compagnie, c'était une conséquence. Mais la raison profonde, c'est toujours que les Juifs allaient voir ce qui se passe ailleurs. Mon père, il a étudié à la Sorbonne, avant la guerre. Mais il m'a dit, tu m'excuses, mais quand tu voyais, il y avait des professeurs, c'était des pontes. J'ai des livres qu'il m'a laissés. Vous êtes en ébahissement devant ces gens-là. Puis il a des photos de lui à la Sorbonne. Alors il y a le professeur, avec un beau costume, eux ils sont en tablier, ils sont là, ils étaient annulés devant lui. Mais il dit, tu comprends, j'ai vu des gens, c'était des géants, des savants. Très humbles en plus, pas du tout, pas forcément athées, mais quand tu compares ça avec
des rabbins illettrés qui comprenaient même pas ce qu'ils racontaient en hébreu. Alors, tu as du mal. Si tu n'es pas accroché, bah, tu dis, laisse-moi tranquille, hein, je vais à Oxford, je vais à la fac. Qu'est-ce que tu me laisses dans une... On voit bien d'ailleurs, dans tous les pays juifs, ils n'avaient même pas d'argent pour acheter des bancs pour les enfants. Il n'y a pas de quoi manger. Et par contre, l'Alliance française est venue et dit, vous savez quoi? Vous apprenez Molière et Blaise Pascal, et on vous donne des repas chauds à midi, cachers. Et la plupart, ils ont accepté. Donc ça veut dire que la tentation d'être influencé par les Grecs, elle a toujours été là. Elle a toujours été là. Vous avez compris? Et c'est pour ça que la plupart quand les communistes sont arrivés, on leur proposait un avenir merveilleux, etc. Vous voyez bien le nombre de juifs qui sont partis en Amérique parce qu'ils en avaient marre de la crasse du ghetto et de la misère, quoi. La misère. Donc c'était ou la misère matérielle, ou la bêtise et la fermeture d'esprit. Les gens d'avant, ma grand-mère me disait, quand on était jeune, on demandait pourquoi on fait ça? On ne pose pas de questions. Cherche pas à savoir. Alors, jusqu'à quand tu vas dire je ne pose pas de questions? Donc les gens, ils allaient dans un monde où il y avait des réponses. Donc la tentation grecque de Yavan, elle a toujours été là. Et elle est la plus dangereuse, beaucoup plus dangereuse que la méchanceté des Babyloniens ou des Égyptiens, etc. Parce qu'on a reçu la Torah. C'est sur moi. C'est très dur. C'est pour ça que le chinour, un enfant, il doit apprendre à aimer la Torah. Et aimer la Torah même s'il ne comprend pas. Je vous ai raconté la blague. À l'école Lucien de Hirsch, j'avais une Mora. Elle avait fait un cours. Alors elle avait dit Rambam dit ça. Sforno dit ça. Le Shulchan Aruch dit ça. Et toi, Moshe, qu'est-ce que tu penses? Alors, il y a quelqu'un qui avait dit, c'est un scandale. Vous mettez dans la tête de l'enfant qui peut se comparer avec les grands de ce monde. Il faut montrer tout de suite que la Torah n'est pas de notre monde. Même si on comprend un peu, on n'arrive pas à saisir la vraie mitzvah, la vraie Torah. On restera toujours sur le mystère. Et si tu ne fais pas comme ça, tu es mangé par les Grecs. Et donc c'est pour ça qu'on fête Hanouka pour dire il faut que l'huile, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de la compréhension, etc., la lumière des secrets de la Torah, que la Torah est mystérieuse en fait, c'est au-dessus de l'eau, au-dessus de la compréhension immédiate. C'est pour ça qu'on te dit la Hanoukia doit être à gauche, parce que la lumière, c'est moins important que le Kriyat Shema, la soumission. Si tu n'as pas, et tu ne mets pas dans ton chinour, ta femme, tes enfants, tes voisins, s'il n'y a pas le problème de la soumission, comme me disait le Rav Kahn, qui avait fait la yeshiva francophone, le Rav Kahn qui avait le journal Contresse, il me disait, nous les Lituaniens, il est yéké en fait, mais il s'est attaché aux Lituaniens. Nous les Lituaniens, on a très mal supporté la révolution bolchevique parce que comme on était tout au niveau de la question et la réponse, la question et la réponse, ils ont quitté la yeshivot, tout le monde. Le Chafetz Chaim, tous les jours, il dit, vous voyez les bancs se vider. Et il gardait le moral. Hein. Et mais alors que chez vous, les chassidim, je comprends pas, allez, fais les chaim, c'est pas grave. Allez, les chaim. Mais j'ai pas compris le pshat de Rashi, là. Le chashou, allez, les chaim. Ça veut dire que c'est pas
c'est pas fondamental si tu restes sur une question. Ce qui est fondamental, c'est que tu dises la Torah est vraie, même si je n'y comprends rien. C'est une autre approche. Alors évidemment, il faut pas en arriver à devenir un supporter de l'ignorance et de dire allez, c'est pas grave. Que nous savons aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que sont expliquées aussi qu'on comprend, il n'y a pas que des choses illogiques dans la Torah. Oui, mais Radaï, c'est pour ça qu'on te dit attelle-toi à comprendre la Torah, ne dis pas non, ça ne m'intéresse pas de comprendre. Oui, apprends à comprendre, apprends à apprécier, apprends à trouver toutes les réponses que tu veux. Mais sache que si tu es bloqué quelque part, c'est pas important. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on voit dans la vie que la plupart du temps, les choses qu'on réussit dans la vie, c'est qu'on a faites sans comprendre. Si on avait mis notre tête dedans, ça aurait foiré. Un enfant qui apprend à marcher, il ne met pas sa tête dedans. Ben ouais. Il ne réfléchit pas, un enfant qui apprend à marcher. On voit toutes les histoires chassidiques, c'est toujours des histoires d'annulation. Le bitoul. Il y avait une histoire comme ça, très connue, qu'il y avait un monsieur, il avait une auberge. Et il avait toujours des problèmes. Parnassa. Et il a demandé au Tzemar Tzedek, il a dit je veux partir. Il a dit non, ne pars pas. Non, ne pars pas. Le monsieur, il en a eu marre, il a en cachette, il n'a pas demandé, il est parti. D'accord ? Alors, et juste après, il est mort. Alors les enfants sont venus voir le Tzemar Tzedek, ils ont dit pourquoi tu n'as pas dit à mon père ? Il a dit non, parce que ton père, en vérité, il tenait sa vie de ce qu'on appelle mavet. Il y a un endroit dans le monde qui s'appelle la mort. Et il y a des gens qui vivent de la mort. C'est vrai, ils sont faits pour baver, pour en baver, comme on dit. Il vivait de ça. Dès qu'on lui a enlevé ça, ben, il n'avait plus rien à faire sur terre. Mais il n'a pas compris. C'est-à-dire que si le tzaddik te dit fais ça, même si tu comprends rien, ne réfléchis pas, fais-le quand même. C'est très dur parce que l'homme il veut cadrer dans sa tête, je veux comprendre et être d'accord. Tu n'es pas d'accord, c'est pas grave, fais quand même. C'est pas shoot. Il reste à savoir qui est un sadique. Ah bah évidemment, vous n'avez pas un tout charlatan qui va parler, vous n'allez pas l'écouter. On parle que quand c'est quelqu'un qui est vérifié de vous donner un vrai conseil et que ça vous dérange parce que vous dites oh là là, j'arrive pas à accepter, à être d'accord. Comment faire ? En vérité, si tu le fais pas, tu vas te mordre les doigts. Donc c'est la même chose, c'est le même processus avec les Grecs. Que tout ce que je comprends, c'est pas forcément... Ça s'arrête pas là. La Torah, elle est beaucoup plus grande que ce que je comprends. D'accord ? Et c'est pour ça que on allume... Vous allez dire pourquoi on allume la Hanoukia dans cette histoire-là. C'est que nous sommes les véhicules des mitzvot. Nous sommes là pour faire les mitzvot. Or, la Torah et les mitzvot ne sont pas compréhensibles. Comme la Torah et les mitzvot ne sont pas compréhensibles, mais quand tu fais la mitzvah, qu'est-ce que tu es ? Tu es la mèche qui fait brûler l'huile qui s'appelle la mitzvah. La mitzvah, elle a besoin, comme il y a écrit là-bas, ner mitzvah. C'est quoi la flamme ? C'est quoi la lampe ? C'est la mitzvah. Et qui c'est qui est la mèche dans tout ça ? Ben c'est toi. C'est l'individu qui fait la mitzvah. Et donc tu as l'impression de faire des choses que tu ne comprends pas. Quand une femme elle allume les bougies de Shabbat, Azma, et si elle ne les a pas allumées, ça va changer quelque chose ? Oui, ça va changer quelque chose. C'est-à-dire qu'elle va amener de la lumière spirituelle dans le monde, même si je ne vois pas, je ne comprends pas. Et c'est vrai que tu vas dire, oui, c'est joli, c'est symbolique, c'est... La mitzvah, ça vient du mot de Safta, elle se liait à Dieu. Voilà, ça c'est la conséquence. Safta, ouais.
Mais sans la mitzvah, enfin, si tu crois comprendre la mitzvah, c'est pas pour ça que tu vas la faire mieux. La vraie mitzvah, c'est quand tu comprends pas. En sachant que c'est très, très difficile à... Comme comment on appelle ça, le fait de mettre les téphilines, de manger de la matzah, que ça change, je vais dire que ça change. Donc, j'ai mangé la matzah, que j'ai fait? Je me suis lié à Dieu. Donc on voit bien qu'on ne comprend rien. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que tu ne comprends pas que quand tu le fais, tu vas pas attirer sur toi la lumière de Dieu. Et la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de mourir. Parce que quand on est mort, parce que quand on est mort, on voit tout. Là-bas, on te montre, waouh, qu'est-ce que j'ai fait sur terre, c'est magnifique ce que j'ai pu faire. Mais quand tu es vivant, les mitzvot, ça te barre. Tu as envie de rester au lit, pourquoi te casser la tête, te réveiller, faire la mitzvah. Mais quand on est mort, et plus longtemps quand Mashiach reviendra, on verra l'immensité de la mitzvah, qu'on n'arrive pas à attraper maintenant. Maintenant, la mitzvah, pour nous, ça demande une dépense, ça demande un effort, et c'est pour ça qu'il faut. C'est très dur le chinour, parce qu'un enfant, il a envie de se promener, il a envie d'aller jouer, il a envie de donner des coups dans un ballon. Qu'est-ce que tu l'obliges à rester à faire une Mishnah avec un Rashi? Il faut lui donner le goût en lui montrant que, effectivement, s'attacher à Dieu, c'est formidable, même si tu comprends pas, même si tu sais pas où il est, même si tu le vois pas. Voilà, c'est pour ça que aujourd'hui on est dans la période du corona, etc. C'est très lié malheureusement avec cette histoire de lutte contre l'esprit de la Grèce. Oui, la maladie, il faut annuler les mitzvot font du mal. Vous vous rendez compte, vous priez ensemble, vous vous mettez en danger, vous étudiez la Torah, vous vous mettez en danger. C'est un peu une odeur de grec, tout ça. Ça sent un peu la Grèce. La graisse de cochon surtout. Hein. Donc il faut faire attention, Ezrat Hashem, à rester des Hashmonaïm, que nous soyons du côté des Hashmonaïm, et surtout quand des fois on se dit, attends, mais c'est des Rabbanim, c'est des... mais quand tu lis l'histoire des Hashmonaïm, tu vois bien que de l'autre côté, c'était pas des communistes avec des boucles d'oreilles. C'était des Rabbanim aussi, les gens qui étaient avec les Grecs. Donc c'était très difficile. L'histoire se répète. Alors évidemment, le rabbi te dit, nous on n'a pas la mitzvah d'aller prendre des armes et tuer les mityavnim. C'est pas ça notre vocation. Mais il faut savoir qu'il y a des mityavnim dans le monde, des gens qui veulent... Comment ça s'appelle? Qui se convertit. Yavan, Mityaven, Hélénie. Allez s'attacher aux Grecs. Mityavnim. Ceux qui s'attachent aux Grecs. Les Juifs. Non, des femmes. Mityavnim. Yavan. Les convertis aussi. Mityavnim, comme vous diriez, Yud. comme si vous disiez. Les convertis. Maintenant, je vous donne un chidouche pour terminer. Ce ne sont pas forcément les convertis. Ouais. Un chidouche pour terminer, mes chers enfants. Un chidouche pour terminer, mes chers enfants. La chassidoute, elle dit, celui qui s'attache au tzaddik, eh ben, il ne risque pas d'être influencé par l'assimilation. Il va être protégé de l'assimilation. Alors, quand vous voyez le mot Tzion, Tzion, comment ça s'écrit? Tzadik Yavan. Tzadik Yavan. C'est-à-dire, si vous enlevez le tzadik, il y a le Midrash qui dit Tzedaka. Enlevez le tzadik de Tzion, il reste Yavan. Ça veut dire que
c'est très dangereux de croire qu'on est à Tzion. Si on n'est pas attaché au tzaddik, on devient un grec. Vous comprenez? Donc c'est la protection de l'assimilation de cet achat. Mais voilà, le tzaddik, il y a un peu. Pourquoi les mitnagdim s'opposaient à la chassidoute? Parce que qu'est-ce que c'est nous, on a le Rav, le Chacham, le Rosh Yeshiva, parce qu'il est intelligent, on est attaché à lui. Mais vous êtes attaché à Baal Shem Tov, et à des gens, on voit pas en quoi ils sont particuliers. Nous, on a le détail de la sagesse, davantage. Mais vous, en quoi le tzaddik, ça... Alors justement, c'était que les tzaddikim, des fois, ils cachaient leur connaissance, et le fait d'être annulé au tzaddik, même si tu comprends pas qui il est, qu'est-ce qu'il vaut, etc., tu t'attaches à ça, et donc ça te protège, et tu garderas le tzion, l'attachement à Dieu fondamental. C'est clair ou pas? Oui. Voilà. Donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, bon, Hachem, il y a, comme on a lu dans l'Haftara de Shabbat, que Dieu il va enlever l'intelligence aux sages de Édom. Ça, c'est dans la prophétie de Ovadia. Il va enlever l'intelligence aux sages de Édom. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va se rendre compte que la sagesse des Goïm, elle n'est pas si sage que ça. Et que la sagesse de la Torah, elle est quelquefois, quand on rentre dedans, beaucoup plus impressionnante. Beaucoup plus impressionnante. Comment on appelle ça, les fois où les Chachamim, ils ont rencontré de la science a dit, vous êtes très très fort. C'est-à-dire que quand on rencontre la vraie Torah, on se rend compte qu'elle est en fait beaucoup plus profonde que la science occidentale. Surtout que les vrais scientifiques occidentaux, ils sont en général humbles. Ils sont humbles, ils disent, on ne sait pas tout, on n'est pas ce que vous croyez. Donc aujourd'hui, on n'a pas très peur de l'appel à l'esprit grec. On n'a pas très peur de ça. Parce que là, on peut très bien aujourd'hui, étudier au Ternion ou à la faculté, etc. C'est juif. À l'époque, c'était très dur. Et on voit bien que la Torah, elle a remonté son prestige. Aujourd'hui, dans le monde, on ne considère pas la Torah comme un truc d'idiot. La preuve, les Sud-Coréens, ils apprennent la Gemara, ils disent que c'est grâce à la Gemara que les Juifs sont... Ah ouais. Ils apprennent la Gemara parce qu'ils disent, mais attends, mais ce peuple-là, c'est à cause du Talmud qu'il est devenu ce qu'il est. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce mépris que la Torah, c'est un truc de primitif et des gens qui ne comprennent rien. Donc ça remonte. C'est Zman Geoula, quoi. C'est un Zman Geoula, absolument. Donc la querelle, elle est avec les Mithyavnim, les Grecs de chez nous. Il faut éviter les querelles à main armée. Mais il faut comprendre, quelquefois, il faut oser le dire, que quelquefois, c'est pas parce qu'on est Rav ou dans la Torah qu'on est forcément attaché à la Torah de Dieu. On est peut-être attaché à la Torah des Grecs. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes, et on dirait plutôt à toutes et à tous, chers téléspectatrices et téléspectateurs, une bonne fête de Hanouka et nous nous retrouverons au Beth Amikdash avant Hanouka ou après la fête de Hanouka. Amen.